Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur le Da Fresh Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors, on revient sur l'actualité internationale, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler des géants de GAFA, en particulier un des géants de GAFA, Amazon. Mardi dernier, donc le 2 février, Jeff Bezos, son PDG, lors d'une annonce par l'entremise d'un courrier qu'il avait adressé à l'ensemble de ses salariés, il annonçait quitter au quatrième trimestre de cette année les fonctions de directeur général de groupe qu'il a fondé en 1994. Alors, donc, il faut savoir qu'Amazon, c'est le numéro 1 mondial de la vente en ligne. C'est 1,2 million de salariés à travers le monde. Et c'est une entreprise qui se porte très très bien puisque au cours de l'année 2020, notamment au cours du quatrième trimestre 2020, les chiffres sont sortis au courant du mois de janvier. Le bénéfice net de l'entreprise a été évalué à près de 7,2 milliards de dollars. Donc, c'est une entreprise qui se porte extrêmement bien et ces chiffres ont particulièrement explosé durant la période des confinements liés à la pandémie du Covid-19 puisque de nombreux consommateurs se sont rués vers les services de vente en ligne pour évidemment acheter leurs produits, parfois même des produits de consommation courants. Et donc cela a considérablement boosté évidemment le chiffre d'affaires d'Amazon. Et donc pour Jeff Bezos, c'est donc le moment idéal pour quitter, pas quitter Amazon comme certains l'ont pu l'écrire, il ne quitte pas Amazon. Disons qu'il se délaisse d'une grande partie de ses responsabilités au sein du groupe, mais il conserve quand même la direction exécutive du conseil d'administration d'Amazon. Ça veut donc dire qu'évidemment, il aura toujours son mot à dire sur l'ensemble des projets qui ont cours dans Amazon et donc sa voix restera toujours prépondérante en termes de stratégie managériale. Et alors, il va passer la main à Andy Jassy, qui est le patron de service du cloud, les services en ligne de Amazon, l'Amazon Cloud Service qu'il avait créé en 2003 et qui est l'une des branches les plus rentables du groupe actuellement. C'est lui c'est à lui qu'incombera évidemment d'occuper les fonctions de directeur général. Alors, pourquoi il quitte maintenant? Jeff Bezos officiellement, il explique, il dit qu'il veut s'occuper d'autres projets pour lui qui lui tiennent à cœur, aussi bien au sein du groupe Amazon qu'ailleurs. Ces projets, c'est lesquels? C'est d'abord des projets philanthropiques. Il y en a deux. Il y a d'abord le Day One Fund, qui est un fonds dans lequel, évidemment, Jeff Bezos entend aider notamment les familles qui sont en situation sociale précaire. Et il aide également par l'entremise des associations qui viennent en aide à toutes les personnes qui font face à des difficultés sociales. C'est un fonds qu'il a créé en 2018 et dans lequel il a déjà injecté près de 6 milliards de dollars. Et puis, il y a le Bezos Earth Fund, le fonds pour la planète qu'il avait créé ici, j'en avais même parlé, je crois, il y a 2 ou 3 ans, dans lequel il disait qu'il avait l'intention d'injecter 10 milliards de dollars pour, évidemment, aider les gouvernements, les institutions internationales, en tout cas les scientifiques, tous ceux qui s'occupent des questions liées à la problématique du climat. Alors, donc, depuis lors, ces fonds-là n'avaient pas encore véritablement démarré ces activités. Ce n'est que maintenant, ce n'est qu'à partir de 2019 véritablement que ce fonds-là a commencé à fonctionner. Et il faut savoir qu'évidemment, ce fonds-là a été mis en œuvre, a commencé à fonctionner réellement 3 semaines après que 300 hauts cadres d'Amazon avaient publié une lettre commune dans laquelle il fustigeait justement la politique climatique du groupe Amazon, parce que Amazon, c'est une entreprise qui pollue énormément dans le sens où elle produit énormément de gaz à effet de serre. Parce que Amazon, c'est des avions, en termes de logistique, c'est des avions, c'est des véhicules, c'est tous ces produits-là tous ces éléments, toutes ces machines qui produisent énormément d'énergie et énormément de gaz à effet de serre normalement. Et donc, pour eux, Amazon, étant donné que c'est une entreprise qui pollue énormément et comme elle se fait énormément de bénéfices,
elles n'investissaient pas suffisamment à leurs yeux dans notamment tout ce qui pourrait permettre ou promouvoir la lutte contre les gaz à effet de serre ou bien aider ou financer toute forme de projets qui sont liés par exemple au développement durable, qui sont des projets qui tiennent à cœur notamment beaucoup de consommateurs des pays occidentaux. Et donc, à travers le Bezos Earth Fund, il a l'intention, il a enfin démarré ses activités. Certains analystes disent qu'entre 2019 et maintenant, il a déjà investi plus de 8 milliards de dollars et qu'il a l'intention d'ajouter 6 autres milliards de dollars d'ici la fin de cette année 2021. Donc, ça, ce sont ces deux projets philanthropiques qui lui tiennent particulièrement à cœur, le Day One Fund et le Bezos Earth Fund. Et puis, il y a des projets beaucoup plus, des investissements beaucoup plus techniques, plus scientifiques, notamment l'entreprise Blue Origin. C'est une entreprise qu'il a créée en 2013 et qui a pour objectif de permettre à ce que dans un avenir très proche, ils puissent envoyer des touristes dans l'espace. Et donc, depuis 2015, Blue Origin avait lancé son premier vol test, mais sans équipage à bord. Et donc, depuis lors, la problématique, c'est de mettre en œuvre un lanceur réutilisable. Parce que la plupart des lanceurs que l'on utilise aujourd'hui, que ce soit pour envoyer des orbites, envoyer des objets, mettre des objets en orbite autour de la Terre, ou bien carrément aller, par exemple, plus loin vers la station spatiale internationale, ou encore plus loin sur d'autres planètes ou d'autres satellites artificiels, naturels, on utilise en général des lanceurs non réutilisables. Donc, une fois qu'on l'a utilisé, il est dégradé. Pour Blue Origin, l'objectif, c'est à la fois de pouvoir emmener des touristes à aller dans l'espace, donc des personnes qui, normalement, pour des raisons, parce que ce ne sont pas des scientifiques, ou bien parce que physiquement, ils ne pourraient pas supporter les effets liés à ce type de voyage-là, c'est ces personnes-là, comme toi, moi, un individu lambda qui voudrait aller dans l'espace, qui voudrait lui aussi toucher les étoiles, par l'entremise des services offerts par Blue Origin, il aurait la possibilité d'aller dans l'espace. Donc Blue Origin, depuis 2015, a déjà réalisé un peu plus de 14 vols tests. Maintenant, ils estiment que d'ici le mois d'avril prochain, ils vont procéder au premier essai avec évidemment un équipage à bord. Donc on espère que cela va être couronné d'un franc succès parce que cela va permettre aussi de démocratiser le monde de l'espace. Il faut savoir que l'un des univers où il est le plus difficile d'accéder aujourd'hui, c'est l'univers de l'espace. Et l'objectif de Blue Origin, c'est justement de démocratiser ce domaine-là. Et puis, le quatrième et dernier projet, selon Jeff Bezos, qui lui tient particulièrement à cœur, c'est celui du Washington Post. Il faut savoir que le grand quotidien américain avait été racheté en 2013 par le milliardaire américain. Et donc, celui-ci, depuis 2013, a énormément investi dans ce journal. Et ce journal, grâce à lui, se porte mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 2013, le journal était quasiment en faillite. Il va, grâce aux moyens énormes qu'il va mettre sur ce magazine-là, sur ce journal-là, il va déjà revoir de fond en comble le site internet, il va revoir tous les services en ligne du journal et il va revoir également il ne va pas revoir le contenu, il va revoir la forme parce que Jeff Bezos, tout le monde le dit, il n'a jamais influencé d'une quelconque manière le contenu éditorial du Washington Post, mais il a revu de fond en comble tout le marketing du journal. Et ça a payé, puisque pour la première fois, depuis que Jeff Bezos a repris l'entreprise, depuis 2018, cette entreprise est maintenant, le journal est redevenu un journal rentable et il est redevenu l'un des journaux les plus suivis par les Américains. Donc pour lui, c'est une grande réussite et donc il a l'intention de continuer à soutenir évidemment ce journal qui chérit tant. Ça, c'est ce que, évidemment, voici les 4 raisons pour lesquelles Jeff Bezos explique que, évidemment, il décide donc de quitter la direction générale d'Amazon. C'est pour pouvoir se dégager du temps et de l'énergie pour s'occuper de ces projets qui lui tiennent à cœur, étant donné que, évidemment, pour lui, il n'a que 57 ans, il ne s'agit pas pour lui de partir à la retraite, non, loin de là. Il a encore beaucoup de temps, beaucoup d'années devant lui. Et donc, pour lui, il n'a pas de raison de vouloir prendre la retraite aujourd'hui. Par contre,
ce qu'il ne dit pas, c'est en fait les difficultés auxquelles Amazon, et non des moindres, va devoir faire face dans les mois, voire les années à venir. Elles sont de deux types. Il y a d'abord des menaces au niveau des États-Unis, parce que Amazon fait partie des GAFA à côté de Google, Facebook et Apple. Ces entreprises-là sont régulièrement attaquées en justice aux États-Unis pour leur politique anticoncurrentielle qui est jugée illégale. Et ils occupent une position ultra dominante dans leur domaine respectif. Mais ce n'est pas les principes du capitalisme, je ne comprends pas. Le principe du capitalisme, c'est que... C'est la propriété privée, non? Oui, la propriété privée, oui, mais tu ne dois pas... Il y a aussi la concurrence, il y a aussi la loi du marché qui est définie par l'offre. Oui, mais la loi du marché, le marché doit être juste. Il ne faut pas qu'il y ait une situation de monopole. Dès lors que l'on arrive dans une situation de monopole, une situation ultra dominante qui donne l'impression qu'on est dans une situation monopolistique, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui qui occupe cette position dominante a tendance à tout mettre en œuvre pour empêcher aux autres concurrents de pouvoir se développer. Or, et lorsqu'il empêche aux autres de se développer, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'innovation, quand on tue la concurrence, on tue l'innovation parce que les autres n'auront pas la capacité. Et in fine, c'est le consommateur qui perd parce qu'il n'aura pas en face de lui le choix de différents produits. Donc, c'est justement face à cette réalité-là que les États-Unis, depuis des siècles, ont des lois antitrust qui sont claires. Je ne sais pas si tu te rappelles de... comment il s'appelle? Le procès de Windows de Bill Gates. Bon, il y a le procès de Windows de Bill Gates. Il y avait le monopole de logiciels sur les ordinateurs. Il y avait le monopole, même si lui, évidemment, il s'en était quand même plus ou moins bien sorti, puisqu'il avait... C'est quand même ça, il avait perdu une moitié de sa richesse. Hein? Non, ils avaient payé à peu près 6 milliards de dollars. Mais 6 milliards de dollars pour Microsoft, ce n'est absolument rien. En 2013, par exemple, Amazon avait été sanctionné par l'autorité de régulation du commerce aux États-Unis, la FTC, a payé une amende de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars pour une entreprise qui en capitalisation avoisine les 900 milliards de dollars, ce n'est absolument rien du tout. 6 milliards de dollars, c'est à peu près le bénéfice que fait Google en un trimestre. Donc pour eux, l'amende n'est pas véritablement dissuasive. Par contre, je voulais revenir par exemple de l'histoire de Rockefeller dans les années 30. C'était celui qui dominait de manière outrageuse le milieu du pétrole aux États-Unis. Il avait les entreprises d'exploitation, il avait les entreprises de transport de carburant, de distribution de carburant, et donc aux raffineries. Donc il avait maîtrisé tous les pans même de ce domaine d'activité là lié au pétrole. Et donc dans les années 30, le gouvernement américain va décider que évidemment cette position ultra dominante là tuait le marché, puisqu'il ne permettait pas aux autres acteurs, que ce soit ceux qui sont dans la raffinerie, que ce soit ceux qui sont dans l'exploitation du pétrole, que ce soit ceux qui sont dans le transport, que ce soit ceux qui sont dans la pétrochimie, etc. Ces autres entreprises-là ne pouvaient pas se développer, et in fine, c'est le consommateur qui n'avait en face de lui que des produits des entreprises de Rockefeller, et donc le gouvernement fédéral avait décidé de démanteler totalement les entreprises Rockefeller. Et donc on avait eu, d'un côté, on a eu la partie qui s'occupe du pétrole maintenant, c'est ExxonMobil. C'est Exxon qui a après fusionné dans les années 80 avec Mobil pour être ExxonMobil. Ceux qui avaient la distribution du carburant, c'est devenu Texaco, etc. Donc, et les différentes raffineries ont été reprises par d'autres entreprises. C'est le gouvernement fédéral qui a décidé de casser cette entreprise-là parce que sa position était jugée ultra dominante et anticoncurrentielle. D'accord. C'est cette menace-là, justement aussi, qui guette les GAFA aujourd'hui. Et donc, Amazon, c'est près de 80% du marché de la vente en ligne aux États-Unis. Et donc, pour les Américains, et pire encore, c'est que Amazon, en plus, vend ses propres produits sur ces plateformes. Donc, ce qui fait que les entreprises concurrentes qui utilisent Amazon et qui vendent exactement les mêmes produits et services considèrent que Amazon les met un peu de côté pour privilégier ses propres produits. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a même une enquête en cours qui a débuté en 2015, mais qui, au cours de 2018, avait sanctionné Amazon à payer à peu près 515 milliards de dollars à la FTC. Mais depuis quelques semaines, depuis le départ de Donald Trump et particulièrement avec l'arrivée de Joe Biden, il est clair que les démocrates vont remettre sur le tapis
ces questions-là. Et la FTC, donc l'autorité de régulation du commerce, a annoncé officiellement qu'il reprenait de nouvelles enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles d'Amazon. Et ça ne concerne pas qu'Amazon, ça concerne Facebook, ça concerne aussi Google et Apple. Donc ces géants-là sont menacés au niveau des États-Unis par évidemment le gouvernement fédéral qui entend revoir véritablement les pratiques anticoncurrentielles de ces entreprises-là. Donc Amazon est en pointe dans cette politique-là. Et puis à côté, il y a aussi la taxe GAFA. Cette taxe-là que les pays européens, dont les pays européens sont les fers de lance, qui veulent absolument imposer et qui avait valu par exemple au fait que le président Donald Trump avait décidé par exemple de sanctionner, d'augmenter les tarifs douaniers pour les produits par exemple qui viennent de la France, les produits européens en tête desquels les produits de la France, parce qu'Emmanuel Macron était parmi ceux qui défendaient la taxe GAFA. Il part du principe que ces entreprises-là qui font du chiffre d'affaires dans ces pays-là, payent très très peu d'impôts parce qu'ils estiment que leur siège n'est pas situé dans cette entreprise-là. Leur siège est situé dans une entreprise où l'impôt sur les sociétés, où la fiscalité est particulièrement avantageuse. C'est le principe qu'on appelle le dumping fiscal. D'accord. Et donc, pour essayer de pallier à cette injustice fiscale-là, parce qu'évidemment, d'autres contribuables qui sont dans le même domaine d'activité, dans le même secteur, eux payent leurs impôts en France. Si vous prenez des entreprises informatiques françaises qui sont aussi dans la vente en ligne, elles payent plus d'impôts que Amazon, qui a son siège en Irlande et qui paye en tout et pour tout environ 3% d'impôts sur les sociétés, alors que d'autres entreprises, en France notamment, peuvent payer en 30 ou 40% d'impôts sur les sociétés. Donc ça, c'est une injustice. Si dans un premier temps, du fait de la présence par exemple des Britanniques au sein de l'Union européenne, eux, ils défendaient bec et ongle, le fait de ne pas mettre en place cette taxe GAFA, le fait qu'ils soient partis de l'Union européenne laisse maintenant, si tu veux, la liberté aux défenseurs de cette idée de la taxe GAFA là, qui commence de plus en plus à gagner du terrain. L'Espagne a commencé à dire qu'ils vont aussi appliquer la taxe GAFA. L'Italie également a fait savoir qu'ils ont l'intention également d'appliquer la taxe GAFA. Et donc, si tous les pays de l'Union européenne décide d'appliquer cette taxe-là, il est clair que d'autres pays, dans d'autres continents, on prend l'Amérique latine, on prend aussi d'autres pays d'Amérique du Nord, le Mexique ou le Canada, qui sont des pays dans lesquels ils font également beaucoup de chiffres d'affaires. Il n'est pas impossible que ces pays-là décident eux aussi d'appliquer la taxe GAFA. Et donc ça, c'est la deuxième menace qui plane sur la tête d'Amazon. Et d'autres expliquent que justement, le fait que Jeff Bezos quitte maintenant Amazon, il fait une stratégie à la Bill Gates. Il ne faut pas l'oublier. Quand Bill Gates décide de quitter la direction opérationnelle de Microsoft en 2008, Microsoft a très mauvaise presse auprès de l'opinion publique, que ce soit américaine ou autre, parce que Microsoft est également dans cette position, et elle est toujours aujourd'hui, de domination outrageuse dans le milieu de la vente des logiciels. Or, Bill Gates décide de quitter la direction opérationnelle de Microsoft en 2008 pour se consacrer exactement comme le dit Jeff Bezos à ses activités philanthropiques. Puis en 2015, il décide maintenant non seulement il gardait toujours la direction opérationnelle du conseil d'administration. Puis en 2015, il a quitté la direction opérationnelle de Microsoft. Donc il n'était plus qu'un simple membre du conseil d'administration. Et en 2020, l'année dernière, Bill Gates a annoncé officiellement qu'il quittait aussi le conseil d'administration de Microsoft et qu'il allait conserver un poste de consultant technique auprès de la direction de Microsoft. Mais on n'est pas dupe. Entre 2008 et maintenant, si on regarde l'image de Bill Gates et l'image de Microsoft auprès du grand public, cette image s'est considérablement améliorée. Parce qu'on n'a plus vu Bill Gates en tête de Microsoft, mais on a plutôt vu Bill Gates mener des activités philanthropiques. On sait que c'est le plus généreux donateur du monde actuellement, parmi tous les milliardaires. C'est lui qui, de loin, offre le plus pour des activités philanthropiques, même si on sait derrière que ce n'est pas aussi philanthropique de ça, mais ça fera l'objet d'un autre débat. Par contre, en termes de stratégie de communication et de gestion d'image, ça a été extrêmement positif et ça a eu des retombées indirectes donc c'est la même sur Microsoft. stratégie que Bezos va appliquer. C'est clair. Il quitte
donc la direction de Amazon pour se consacrer, comme Bill Gates l'a fait en 2008, à des activités philanthropiques, essayer de détourner en quelque sorte l'attention sur lui et sur les activités qu'il va maintenant mener par la suite. Et de laisser Amazon tranquille. Et laisser Amazon tranquille pour laisser justement autant à Amazon de continuer à mettre en place sa stratégie pour pouvoir faire face à ces menaces-là, menaces de démantèlement ou d'amende, ou bien, et surtout améliorer l'image d'Amazon auprès du grand public qui reste particulièrement sensible à ces questions concurrentielles, notamment aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que c'est vrai, Jeff Bezos veut se libérer du poids des responsabilités d'Amazon, il veut se consacrer à quelque chose qui l'intéresse véritablement, donc des projets qui lui tiennent à cœur, mais derrière, il y a une stratégie en termes de gestion d'image, de communication, pour essayer de détourner un peu l'attention sur les menaces réelles qui pèsent sur Amazon, et surtout pour redorer également l'image d'Amazon indirectement via les activités philanthropiques que lui-même il aura à gérer à partir de la fin de cette année. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. On parlait de Jeff Bezos ce matin qui est apparemment l'homme le plus riche du monde. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes avec Gina. Start Fresh Morning.